Bonjour Ronan Le Gleut, merci beaucoup d'être avec nous accompagner pendant cette première demi-heure pour représenter les Français établis hors de France. Vous êtes membre du groupe Les Républicains. Un mot d'abord, puisqu'on vient de l'apprendre, le député Aurélien Pradié qui quitte Les Républicains, il dit que c'est un parti mort, selon lui. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis tout le contraire. Au contraire, vous voyez, je vous remercie d'ailleurs d'inviter un parlementaire Les Républicains, puisque TF1 hier n'a pas souhaité le faire, considérant que la vie politique et la vie démocratique se limitaient finalement à trois partis. En réalité, les Français ont un choix beaucoup plus large, et Les Républicains aujourd'hui représentent une alternance crédible, solide, et avec une vraie culture de gouvernement à la Macronie vieillissante et finissante. Et pour tous ces Français qui ne souhaitent aucune des deux extrêmes, les Républicains sont une alternative crédible. Donc au contraire, c'est un parti d'avenir. On va justement parler de ce débat, puisqu'effectivement les Républicains n'étaient pas représentés. Il y avait donc Jordan Bardella pour le RN, Gabriel Attal pour le camp présidentiel, Manuel Bompard pour la gauche. Qui avez-vous trouvé le plus crédible hier soir ? Alors, aucun n'est crédible, si vous voulez. Il y a un véritable enjeu sur l'avenir du pays et les Français sentent bien que cette élection législative est probablement l'une des plus importantes de la Ve République. En écoutant évidemment les programmes hier, on est effrayé. Le nouveau Front populaire n'est pas un nouveau Front populaire, c'est un nouveau front d'imposition. On sent bien cette passion pour l'impôt, pour les taxes, pour la surtaxation. En réalité, les Français dans les pays de l'OCDE sont déjà les plus taxés et les plus imposés. Et de la même manière, si vous écoutez l'autre extrême au Rassemblement national, c'est le rassemblement anti-binationaux. Or, notamment les Français établis hors de France, que je représente, plus de 3 millions de nos compatriotes vivent à l'étranger, qu'ils enseignent le français, se battent pour la francophonie, font vivre nos entreprises, créent des emplois en France parce qu'ils exportent. Ces Français-là, dans beaucoup de situations, sont binationaux ou leurs enfants le sont parce que il y a eu une expatriation par amour et que tout simplement les enfants n'ont pas à choisir le passeport du père ou de la mère. Et c'est cet enjeu de société qui est posé. Et de la même manière... Donc vous n'avez pas adhéré à l'argument de Jordan Bardella qui dit qu'on ne peut pas confier des emplois sensibles à des binationaux qui a des risques. La vraie question, c'est le patriotisme de chacun. Ce n'est pas une question de passeport. L'amour de la France peut parfaitement être incarné par ceux qui tout simplement aiment la France et se battent pour la France. Et je vous le dis, chez nos 3 millions de compatriotes qui vivent à l'étranger, ils se battent sur la France, sur les marchés internationaux, parce que la France n'est pas une île, elle n'est pas isolée, elle est dans une compétition internationale, et le rayonnement de la France à l'étranger passe beaucoup par ces Français qui vivent à l'étranger. La moitié d'entre eux sont binationaux, mais ce sont des atouts pour la France. Et là, on voit bien que le Rassemblement national, qui est un rassemblement anti-binationaux, en réalité ne comprend rien à ce qu'est l'amour de la France et à ce qu'est le rayonnement de la France à l'international. Il y a une question qui se pose, et sur laquelle beaucoup de politiques se positionnent, c'est que faire en cas de duel entre le Rassemblement national et la France insoumise ? Vous vous positionnerez comment, vous ? Ma position est la même que le président du Sénat, Gérard Larcher. Il n'est pas question de rejoindre ni une extrême ni l'autre. Il s'agit de deux positions extrêmes. On le voit bien, le choix d'ailleurs de Manuel Bompard, de la France insoumise, qui est finalement l'image du nouveau Front populaire, montre combien la France insoumise a la main sur ce nouveau Front populaire. Donc Nini, pour vous. Exactement, comme le président du Sénat, Gérard Larcher. Gérard Larcher, justement, qui hier soir était en réunion publique et qui a alerté sur une crise structurelle de régime. Il n'est pas trop alarmiste ? Non, Gérard Larcher est certainement la connaissance la plus fine de nos institutions au sein de notre République. Et d'ailleurs, il est évident que le Sénat va jouer un rôle considérable dans la nouvelle Assemblée nationale, quelle qu'elle soit, notamment dans les commissions mixtes paritaires. Et le pôle de stabilité que représente le Sénat, notamment grâce à son groupe majoritaire, présidé par Bruno Retailleau, va jouer un rôle fondamental dans l'écriture de la loi. Le Sénat va être prioritaire dans à la fois la stabilité dont la France a besoin, alors que notre Assemblée nationale sera, elle, instable. Donc il n'y a pas forcément une crise structurelle de régime, si ? Le Sénat va jouer ce rôle d'équilibre, ce pôle d'équilibre. Mais oui, nous pour éviter une crise de régime. Alors, tout dépendra évidemment des résultats du 7 juillet, mais il est évident que si aucun groupe n'a de majorité absolue, nous allons rentrer dans une phase nouvelle de la Ve République. Alors les Républicains qui sont majoritaires ici au Sénat, qui a priori conserveront un groupe à l'Assemblée et qui devrait être une force d'appoint. Quand vous entendez Édouard Philippe qui appelle à construire une nouvelle majorité, qui va de la droite aux sociaux-démocrates, est-ce que vous dites qu'il faut saisir cette main tendue ?
suite à l'opération secrète totalement antidémocratique d'Éric Ciotti, ce qui s'est passé, c'est que les Républicains ont réaffirmé une ligne d'autonomie et d'indépendance. J'ai notamment été présent aux 2 bureaux politiques, avec un vote à main levée, à l'unanimité, sans abstention, sans vote contre, pour réaffirmer cette autonomie et cette indépendance. C'est le seul moyen pour les Français de leur présenter une alternance crédible d'un parti de gouvernement. Voici la ligne qui est la nôtre. Mais qu'ils peuvent exister seuls encore, les Républicains ? Vous l'avez entendu, Éric Ciotti, il dit moi je rejoins Jordan Bardella parce qu'aujourd'hui, les Républicains, ils sont trop faibles pour peser tout seuls. C'est à la fois une erreur sur la forme et sur le fond. Et d'ailleurs, on sent déjà, dès à présent, combien le Rassemblement national estime que la corbeille de mariée est bien faible. Puisque, contrairement à ce qui a été annoncé, au lieu d'arriver avec un certain nombre de parlementaires, ils sont arrivés à 2. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu tromperie sur la marchandise. Donc, non, au contraire, ce qu'il faut, c'est que les Français qui pardon, Renan, là, ils sont 2, effectivement, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'au soir du 7 juillet, d'autant plus si le Rassemblement national a une forte majorité, voire la majorité absolue, ils soient beaucoup plus nombreux, les LR, à rejoindre le Rassemblement national? Non, ce qu'il faut, c'est parler aux Français. Les Français ont besoin de choix crédibles et solides. Ce que les Républicains leur proposent, c'est ni les extrémismes, ni le macronisme. On voit bien que le macronisme est finissant, et les Français, pour tout un tas de raisons, ne souhaitent ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite. Et donc, il faut un choix aux Français d'alternance. Il leur faut un choix crédible et solide, et c'est ce que les Républicains incarnent aujourd'hui. Mais quand on revient, pardon, à Aurélien Pradier, mais quand il dit le parti est mort, est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit suivi par de nombreuses personnes qui quittent aujourd'hui votre parti ? Il y a une véritable tradition, à la fois gaulliste et libérale, dans cette famille politique à laquelle j'appartiens. Et les Français, j'en suis absolument convaincu, sont vers cette orientation, c'est-à-dire l'idée économique que nous devons baisser les impôts, réindustrialiser et rendre plus compétitives nos entreprises. Et dans le même temps, l'idée très gaullienne, très gaulliste, que l'État doit se concentrer sur ses fonctions régaliennes, une justice forte, qui n'a pas la main qui tremble, un réarmement de notre défense avec un passage notamment à 4% de PIB pour la défense, parce que la guerre est sur le continent. 4%. Alors, ça, c'est la position... Par exemple, dans le programme de François-Xavier Bellamy, c'était 3 aux européennes. Absolument. François-Xavier Bellamy, et il a parfaitement raison, propose de passer de 2% à 3% du produit intérieur brut pour notre défense. Je pense qu'il faudra même aller plus loin à l'avenir, parce que le continent est en guerre et que c'est l'enjeu même de notre civilisation qui est en jeu. Mais en tout cas, dans un premier temps... Comment on finance ? Parce que déjà, passer de 2 à 3, à se poser la question du financement, là, carrément passer de 2 à 4, comment vous financez dans le contexte budgétaire actuel ? Non, mais pendant la guerre froide, la part de PIB de notre défense était bien plus conséquente. Je considère aujourd'hui que la prise de conscience des dangers géostratégiques et géopolitiques appelle à un effort de défense absolument considérable. Passer de 2% à 3%, comme l'a proposé effectivement François-Xavier Bellamy et les Républicains, c'est la bonne direction et le bon choix stratégique pour assurer la sécurité de la France et de notre continent. Je pense qu'il faudra même aller encore plus loin à l'avenir et que ça doit devenir une priorité absolue. Et toujours sur le régalien, il y a l'enjeu sécuritaire. 4%, ça représente combien de milliards en plus pour le budget de la défense ? Alors aujourd'hui, 2%, c'est 54 milliards dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire. Et tout l'enjeu, c'est quelle est la menace ? Quel est le niveau de risque ? La menace, elle est extrême, à la fois sur les questions des ingérences, sur le cyber, sur le spatial et sur tous les terrains de la défense. Nous devons prendre conscience que le continent est en guerre et que la France n'est pas une île isolée de toutes ces questions géostratégiques. Par conséquent, la France, qui est le seul pays de l'Union européenne à être doté de la dissuasion, à être un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit prendre toute la place qui est la sienne au sein de l'Union européenne pour justement assurer et rassurer nos partenaires européens. Nous devons jouer un rôle de leadership incontesté sur les questions de défense sur le continent européen. Mais on est encore en position pour le jouer, ce rôle de leadership ? C'est un choix politique. Nous sommes en pleine élection législative. C'est aussi une question de puissance. Est-ce qu'on est encore à même de le jouer ? Et est-ce qu'on sera à même de le jouer si demain le Rassemblement national est majoritaire ? Face aux menaces, il est question de choix politiques fondamentaux.
La question est de savoir si l'avenir de la France, l'avenir du continent européen est menacé par les choix géostratégiques et géopolitiques du retour des politiques de puissance et des politiques d'empire. Ma réponse est oui. La question de la menace est réelle. Dans ces circonstances, on fait des choix clairs, on fait des choix puissants, on fait des choix courageux. Oui, il est question de courage en politique. Et mais vous craignez une inflexion de la politique armée, étrangère vous craignez une inflexion de la politique étrangère et de la politique de défense en cas d'accession du RN à Matignon? Bien sûr, bien sûr. En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je suis en relation évidemment avec des Français qui vivent partout dans le monde, mais aussi avec leurs partenaires dans ces pays. Aujourd'hui, l'inquiétude. Le monde entier nous regarde. Il n'y a pas un journal dans le monde qui ne parle pas des législatives en France. Le monde entier est inquiet par l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France. Parce que cela voudrait dire que la France ne serait plus le partenaire qu'elle fut. Et par conséquent, où que l'on soit sur la planète, j'étais encore cette semaine avec les chambres de commerce françaises à l'étranger, qui parfois sont présidées, par exemple, par un Brésilien à Sao Paulo. Il m'expliquait combien le Brésil est inquiet, l'Arménie est inquiète. Partout sur la planète, on nous regarde. Imaginez un ministre des Affaires étrangères d'un parti d'extrême droite représentant la France. Ce n'est pas ce que, à la fois, on attend de la France, et c'est une inquiétude. Nous ne serons plus le partenaire aussi crédible que nous l'avons été s'ils arrivent au pouvoir. C'est un enjeu fondamental, on nous regarde. Et Olaf Scholz, le chancelier allemand, a pris position. Il s'est dit préoccupé par une éventuelle arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Est-ce que ça veut dire que le couple franco-allemand est en danger ? Et question aussi, est-ce que c'est pertinent de la part d'Olaf Scholz de se mêler des élections françaises ? Tout le monde sent bien, dans les chancelleries internationales, dans les différents ministères des Affaires étrangères, que cela changerait beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national siège au Parlement européen au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe ID. On y retrouve tous les partis d'extrême droite. C'est-à-dire que, contrairement à cette image de dédiabolisation qui parfois a pu fonctionner dans les inconscients français, quand on regarde où siège le Rassemblement national au Parlement européen, c'est le groupe des extrêmes droites. Ils ont très clairement des partenaires totalement infréquentables. Par conséquent, les pays européens savent où est le Rassemblement national mieux que nous, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils savent avec qui ils siègent, avec qui ils sont partenaires. Ils sont partenaires dans un groupe ID avec des gens totalement infréquentables. Un mot, puisque Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui Viktor Orban à l'Élysée, la Hongrie qui va prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne dès lundi. Qu'est-ce qu'il doit dire aujourd'hui Emmanuel Macron à Viktor Orban ? Avant tout, une des grandes questions européennes, je vous le dis, c'est le soutien à l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est l'avenir du continent européen. L'Ukraine fait le choix de l'Occident, de la démocratie, de l'état de droit, de se rapprocher de l'Union européenne, de se rapprocher de l'OTAN. Aujourd'hui, nous devons être aux côtés de l'Ukraine. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que j'attends du président de la République, c'est de demander au Premier ministre hongrois une inflexion sur la position qui est la sienne relativement à l'Arménie. Nous soutenons ici, au Sénat, aussi bien avec Bruno Retailleau, Jean-François Rapin et l'ensemble des parlementaires, nous soutenons l'idée que la facilité européenne pour la paix viennent en aide à l'Arménie, ce qui serait une première. Aujourd'hui, les Hongrois bloquent parce qu'ils demandent à ce que la position soit équilibrée avec l'Azerbaïdjan. Ce qui se joue en Arménie, c'est essentiel. Par conséquent, j'attends du président de la République qu'il parvienne à convaincre Viktor Orban d'infléchir sa position et que, enfin, l'Union européenne vienne en aide à l'Arménie. On va parler de la question des ingérences étrangères, puisque la commission d'enquête du Sénat a travaillé hier. Elle poursuit ses travaux. Et c'était Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui était auditionné. On voit ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et
lessive. La commission d'enquête sur les ingérences étrangères poursuit donc ses travaux. Hier, c'était le ministre des Armées qui était auditionné au Sénat. Oui, et c'était la der des der pour cette commission qui a enchaîné pas moins d'une cinquantaine d'auditions depuis le mois de février. Hier, Sébastien Lecornu était donc entendu. Les sénateurs partaient d'un constat simple qu'ils ont observé eux-mêmes à l'occasion de leurs travaux. Il n'existe aujourd'hui pas de stratégie nationale dans la lutte contre les manipulations, contre les déstabilisations orchestrées depuis l'étranger, des manipulations que Sébastien Lecornu a détaillées hier. Espionnage militaire, espionnage économique, sabotage. La menace est aujourd'hui multiforme. Le ministre des Armées a révélé le nombre d'attaques subies par la France ces dernières années. Écoutez-le. En 2021, les atteintes sur ces entreprises, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est une quarantaine de cas qui se sont faits de manière physique. Intrusion, cambriolage, tentative d'approche. Une cinquantaine en 2022 et une cinquantaine en 2023. Principal pays à l'origine de ces déstabilisations, la Russie, selon Sébastien Lecornu. On a beaucoup parlé aussi ces derniers mois, monsieur le sénateur, de l'installation progressive de la Russie sur le continent africain, notamment via la milice Wagner. Sébastien Lecornu a évoqué hier le système de désinformation que Moscou a installé dans certains pays africains au détriment de la France, qui a été chassée récemment du Sahel. Pour le ministre, nous sommes aujourd'hui beaucoup trop naïfs. Écoutez-le. Le vrai sujet, c'est comment justement nous arrivons à le détecter, à l'attribuer, et je mets peut-être le pavé dans la mare, mais à faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas une crédulité, comme je le disais, en disant, vous voyez, la France est détestée en Afrique, la population préfère les Russes. C'est sûr, quand vous distribuez des billets de 50 euros ou 100 euros à des gens pour qu'ils aillent manifester devant les ambassades, vous êtes beaucoup plus populaire. Donc, j'en fais exprès de donner ces exemples parce qu'ils ont été documentés. Pour le coup, c'est quelque chose de réel là, que je vous raconte. La commission d'enquête remettra son rapport et ses conclusions fin juillet. Sébastien Lecornu ne tire donc pas de sonnette d'alarme, mais demande beaucoup plus de vigilance face aux ingérences. Monsieur le sénateur, est-ce que la France est aujourd'hui trop naïve ? Bien sûr que la France est trop naïve. Nous sommes dans une guerre informationnelle, une guerre de l'information. Et très clairement, aussi bien la Russie que l'Azerbaïdjan sont des acteurs extrêmement forts qui cherchent à déstabiliser notre démocratie. Je rappelle quand même que la Russie, à travers une banque russe, a financé la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Ce n'est absolument pas anecdotique, c'est ce qu'ils font partout en Europe. Et ça fait partie des ingérences dont parle Sébastien Lecornu, typiquement. Mais bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une question française. La Russie finance, soutient tous les partis politiques anti-européens en Europe, sur tout le continent. Nous ne sommes qu'une cible parmi d'autres. Et la Russie utilise le Rassemblement national dans sa stratégie pour affaiblir l'Union européenne. Encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, de toute façon, une fois que vous avez passé un accord avec les Russes, c'est terminé. La semaine dernière, je recevais Petro Poroshenko, qui a été le président de l'Ukraine, pro-ukrainien, et qui a eu à négocier directement les yeux dans les yeux avec Poutine. Comme il me l'a dit, Poutine ne respecte que le rapport de force. Toutes les relations avec lui sont d'une brutalité absolue. Dire que son comportement est autoritaire, tout le monde le sait. Mais c'est une réalité dans les rapports de force. Et par conséquent, oui, la France est naïve. Et notamment, la France doit revoir sa doctrine sur la question offensive. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture défensive face à la désinformation, face aux ingérences. Mais il faut aussi être dans une posture offensive parce que c'est une question de légitime défense. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une position offensive pour vous ? C'est de dénoncer. Une fois que l'on a détecté l'ingérence, une fois qu'on a pu l'attribuer, c'est-à-dire de façon imparable, savoir d'où ça vient. Il faut entrer en légitime défense, faire de la contre-ingérence, c'est-à-dire dénoncer avec vigueur les actes malfaisants qui sont ceux qui cherchent à nous déstabiliser.
Et ça, c'est un changement de doctrine. Nous devons passer à l'offensive. Sébastien Lecornu vise la Russie, vous visez également la Russie, mais les communistes disent, voilà, en matière d'ingérence étrangère, il faudrait aussi s'intéresser peut-être à ce que font les États-Unis. Est-ce que les communistes ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que c'est une question de point de vue, j'imagine? Quel est votre avis là-dessus? Il me semble qu'il faut quand même savoir faire la différence et revenir à des valeurs fondamentales, notamment ici, nous sommes en pleine élection, c'est-à-dire avons-nous affaire à une démocratie et à un État de droit? Aujourd'hui, on fait comme si on oubliait ces valeurs fondamentales. Les États-Unis sont une démocratie et un État de droit. Tant que je sache, la Russie, pour moi, n'est ni une démocratie ni un État de droit. Donc il faut savoir à qui on s'adresse. De la même manière, en termes d'ingérence, l'action de l'Azerbaïdjan est tout à fait condamnable. Avons-nous, là encore, affaire à une démocratie, à un État de droit? La réponse est non. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Ce que disait aussi Sébastien Lecornu, ce qu'a confirmé Sébastien Lecornu, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de stratégie nationale en matière de lutte contre les ingérences étrangères. Comment vous l'expliquez? Pourquoi ce travail en silo, ministère par ministère, il n'y a pas de centralisation de tout ça? Comment c'est possible aujourd'hui? Il n'y a pas de centralisation parce que tout simplement la prise de conscience du risque de cette guerre informationnelle est tardive chez nous. Et donc il est maintenant question effectivement de monter en puissance. Il y a un début de montée en puissance, mais maintenant il faut vraiment prendre conscience de ce dont il s'agit. Oui, le retour des politiques d'empire, le retour des politiques de puissance fait que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués sur la guerre informationnelle, sur le cyber, mais également sur le spatial. Quand un satellite russe en 2023 vient tout près d'un satellite Telsat, là encore, regardons ce qui est en train de se passer. La montée des menaces, depuis 2 ans, s'est accélérée. Nous sommes dans une forme de retour de la guerre froide. Et donc, par conséquent, il faut agir en conséquence. Cette montée en puissance depuis 2 ans exige de notre part de revoir notre doctrine d'emploi. Mais Sébastien Lecornu, ça fait plusieurs mois qu'il alerte justement et notamment sur cette cyberguerre qui nous est menée, et particulièrement par la Russie. Mais est-ce que les moyens pour lutter sont suffisants? Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Alors, oui, on peut lutter contre ça. Mais là encore, ce sont des questions de politique fondamentale, comme nous avons eu le débat précédemment sur l'enjeu des budgets de notre défense. Je considère qu'il faut passer à une toute autre échelle. Et cette question, elle vient de l'analyse des menaces. Quand on estime que le niveau de menace augmente, il faut augmenter notre niveau de défense et passer à la contre-offensive. C'est exactement le débat que nous avons eu précédemment. Donc on n'a pas augmenté suffisamment notre niveau de défense? Il y a une montée en puissance qui passe à 2% de PIB, et notamment avec des conséquences sur l'investissement sur l'atome, sur l'intelligence artificielle, mais on n'est pas à l'échelle de la menace. Il faut revoir notre doctrine. Un mot, puisqu'on est à un mois des JO maintenant, est-ce qu'il y a des risques d'ingérence étrangère pendant cette période des Jeux Olympiques? Mais nous sommes en permanence sous le risque d'ingérence étrangère. En permanence, nous sommes une cible parce que nous sommes une démocratie, parce que nous sommes un État de droit, parce que nous sommes un pays membre et fondateur de l'Union européenne. En réalité, les attaques sont tous les jours. J'étais à Erevan, en Arménie, pour le rapport sur la Facilité européenne de la paix, afin que l'Union européenne vienne en aide à l'Arménie. J'y ai passé 48 heures. Pendant ces 48 heures, ça a suffi pour que des bots azerbaïdjanais et des bots russes soient créés sur le compte X et qu'ils m'attaquent. En réalité, la réponse, elle est immédiate. Vous passez 24 heures en Arménie pour venir apporter votre soutien à l'Arménie, et il y a des faux comptes Twitter qui sont créés en l'espace de 24 heures. Merci Steve, à tout à l'heure. Tout à l'heure, on verra sur le grand débat, le premier grand débat des législatives organisées hier. Effectivement, ce sera à suivre dans le club. Merci Ronan Le Gleut, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et vous l'avez dit, Steve, dans 20 minutes, on reviendra sur ce grand débat hier qui a opposé Gabriel Attal, Jordan Bardella, Emmanuel Bompard. On va tout de suite en parler avec notre invité. C'est Christophe Béchu qui nous rejoint.